Bonjour sportifs à tous, merci de votre fidélité d'écoute à Sport FM. Bienvenue dans Plateau Foot Europe avec l'équipe des spécialistes en place en studio. Bonjour Franck Nounyama. Bonjour Amrel, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? On rend grâce. Ah oui, comme tous les vendredis, ravi de te retrouver. Le plaisir est partagé. Fifi Assobavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je salue une fois encore les auditrices. Fifi Assobavi, la parisienne, hein. Il faut préciser cela. On va en venir tout à l'heure. Roméo Yeter est juste à votre côté. Hola Roméo. Hola Angelo, bonjour à tous les auditeurs. En pleine forme, hein. Très en forme. Ah oui, juste en face de vous. Ce n'est pas un madrilène, mais lui c'est oui, je ne sais pas si voilà. Je vais le taquiner un peu. Quoi, madrilène? Barcelonais. Voilà, il faut s'affirmer. Mais il est en blanc aujourd'hui. Il est en blanc curieusement. Bonjour Amel. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Comment tu vas? Je vais très bien. Ravi de te retrouver également. Nous attendons en studio Ezekiel Ayataï. Et l'homme Adovo aussi est là, oui, pour saluer sa présence. Bonjour et l'homme. Ah oui, il est affairé pour la vidéo de cette émission. Au menu de ce numéro 480. Les affiches des huitièmes de finale retour de la Ligue européenne des champions avec le Paris Saint-Germain sans Neymar face à l'ogre madrilène. Nous passons à la loupe les différents majeurs. La Première Ligue avec Manchester City de plus en plus proche du titre. Le Barça ralentit en Liga. Le Napoli et la Juve, il y a 4 points qui séparent les deux formations. Le premier nul et blanc du Bayern en Bundesliga et le Classico en Ligue Conforama, encore une fois remporté par le Paris Saint-Germain. Les rubriques habituelles, questions des auditeurs, thèmes sportifs, top 3 africains sont au rendez-vous. Vous, auditeurs, vous avez l'occasion ce vendredi de composer le 22 37 73 50, le 22 48 04 89 pour donner votre avis sur ces affiches des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions et surtout pronostiquer pour vos clubs favoris. Mise en onde de cette émission, de l'autre côté, c'est Sa Majesté Pelagie Mekoum. Je suis Angelo Folikwe, Plateau Foot, c'est parti. Elle va encore résonner dans nos oreilles, dans nos petits écrans et dans nos grands écrans, ça dépend également. Le match Paris Saint-Germain-Real Madrid comptant pour la manche retour. Oui, ce sera au Parc des Princes sans la star Neymar du Paris Saint-Germain. Roméo, posons bien les questions. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut éliminer le Real Madrid? Dans cette rencontre, tout peut se passer parce que c'est un match assez ouvert. On sait que le Real Madrid a beaucoup plus d'expérience en matière de la Ligue européenne des champions. Le Real Madrid qui est très en forme dans cette compétition. C'est vrai que le Real aujourd'hui a un petit souci du côté de l'infirmerie, mais tout porte à croire que ces blessés vont revenir à temps pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Marcelo qui commence par s'entraîner avec le groupe, Toni Kroos également qui commence par venir peu à peu, il y a également Modric qui reprend progressivement. Je pense que du côté du Real Madrid, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Maintenant, quand nous prenons le Paris Saint-Germain, c'est vrai que un match de football reste un match de football et que le Paris Saint-Germain peut remonter cet handicap, mais la question qui se pose, avec quelle équipe le Paris Saint-Germain va jouer contre le Real Madrid? On se souvient lors de la manche aller, le Paris Saint-Germain a fait le match, mais le Real Madrid a gagné avec beaucoup plus d'expérience. Neymar n'est pas là, c'est un handicap, mais après donc cette blessure de Neymar, on a vu la réaction du Paris Saint-Germain contre Marseille en coupe. Marseille qui a perdu 0 but contre 3 face au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il y a le renouveau Di Maria en 2018. Je crois que Di Maria est donc dans sa forme de vie. Di Maria en 13 matchs a marqué déjà 8 buts si je ne me trompe pas, délivré 9 passes décisives. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un remplaçant pour Neymar. On sait que le rôle que joue Neymar dans l'effectif du Paris Saint-Germain est énorme.
je me rappelle encore de cette rencontre face le Real Madrid. Moi, j'ai vu un grand Neymar, même s'il n'a pas été décisif. Il a apporté beaucoup à cette formation du Paris Saint-Germain. Son absence, beaucoup disent que sans Neymar, le Paris Saint-Germain ne passera pas. Même son compatriote Cafou l'a dit que le Paris Saint-Germain gagnera ou se qualifiera si Neymar est là. Fifi, on va s'intéresser aux statistiques en Ligue des Champions. Quand le Real gagne au match aller avec 2 buts d'écart, c'est 92% de réussite de passer au prochain tour. Oui, dans cette rencontre, je pense que le Real est favori. Il faut avoir le courage de le dire. Le Real qui a su marquer 3 buts au match aller, c'est vrai, le Real a encaissé un but. Et il faudrait que le Paris Saint-Germain en marque au moins 200 en encaisser pour passer. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais ce sera très 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 difficile pour le Paris Saint-Germain. Et quand on dit Neymar n'est pas là, moi ce n'est pas mon premier souci pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas un gros coup dur pour le club? C'est un gros coup dur, mais je me dis, au match aller, certes, Neymar a fait un grand match, mais pour moi, collectivement, Neymar n'a pas apporter collectivement l'équipe. C'est vrai, il a été individuellement, on l'a vu, il a fait beaucoup de choses, mais il n'a pas été aussi collectif que ça. Maintenant, avec Di Maria, avec Cavani et Mbappé, on espère qu'il reviendra puisqu'il s'est également blessé. Et je me dis que si Unai Emery arrive à faire une grande équipe, c'est là mon inquiétude. On a vu au match aller que le match a été raté par Unai Emery, moi je le dis, et qu'au match retour, est-ce que Unai Emery est capable de sortir un 11 de début qui pourra véritablement déranger cette équipe du Real? S'il arrive à sortir en tout cas une grande équipe avec la volonté, l'envie, surtout au Parc des Princes cette saison, le Paris Saint-Germain n'a perdu aucun match, et si psychologiquement ces joueurs sont là, ils peuvent déranger cette équipe du Real Madrid, mais je dis encore, ce sera en tout cas difficile pour le Paris Saint-Germain. On sait que PSG Real, c'est également une situation de star du côté des Merengues, c'est la star portugaise, 5 ballons d'or, Cristiano Ronaldo, qui a suffisamment eu de repos, et Zidane dit qu'il attend un joueur en forme du côté de Paris. Qui voyez-vous quand même pour rivaliser cette formation de Zinedine Zidane? Vous avez donné un certain pourcentage il y a quelques minutes. Lorsque le Real gagne avec 2 buts d'écart sur le match aller, c'est 92% de chance de se qualifier pour la suite. On est d'accord, ça veut dire qu'il reste seulement 8% pour le Paris Saint-Germain de pouvoir passer au tour suivant. Donc c'est tellement infime. Sur le score de 3-1, déjà le Paris est tellement handicapé. En Ligue des Champions, je crois que quand on perd sur ce score, c'est rare de voir une équipe battue à l'aller sur ce score de revenir dans la compétition. Maintenant, nous sommes en football et tout peut se passer. Tout peut se passer maintenant, tout peut se passer est venu, on va dire, est encore plus compliqué par cette absence de Neymar. C'est la star de l'équipe, c'est le créateur, c'est lui qui prend des initiatives, c'est lui qui élimine, c'est lui qui dribble. On parle de Di Maria. Est-ce que Di Maria, c'est vrai, il a fait beaucoup de choses, c'est, on va dire, pratiquement l'homme en forme. Après Neymar, c'est lui qui peut le remplacer. Maintenant, ils ne sont pas dans le même style de jeu. Or, dans ce genre de match, il faut un joueur qui peut créer, qui peut éliminer et donner des passes intéressantes pour marquer très rapidement. Sur le premier but du Paris Saint-Germain, lors du match aller, vous allez voir que Neymar était impliqué. Il fait, on va dire, une passe même sans regarder Rabiot pour marquer le premier but. Il n'est pas là psychologiquement. Les joueurs du Paris Saint-Germain, même s'ils ne le disent pas, ils sont atterrés. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que psychologiquement, ils sont un peu plongés. Maintenant, comme Fifi l'a dit, il faut que Unai Emery arrive à sortir une grosse équipe, à faire un discours de combattant à l'endroit de ces joueurs pour pouvoir gagner le Real Madrid, qui n'est pas n'importe qui. C'est une équipe qui a tellement d'expérience en Ligue européenne des champions. On dirait même que c'est une compétition qui leur est taillée. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la médiatisation, à la communication qui entoure la blessure de Neymar, les joueurs sont un peu dispersés. Il faut avoir le courage de le dire, parce que c'est un grand match et leur ambition, c'est quand même passer cette étape
et devenir petit à petit grand. Or, il se voit, on constate que sur ce qui va venir, ils n'auront pas la chance de faire partir des 8 meilleurs ou bien des meilleurs de la Ligue européenne des champions. Je pense que ça va être très difficile pour le Paris Saint-Germain. Je prends même le risque de dire qu'ils sont éliminés. Ah oui, il a lâché le mot, hein. Éliminé. Armel, oui, c'est une grande rencontre, mais est-ce que vraiment Unai Emery peut sortir une autre équipe, comme l'a dit Fifi, un autre 11 pour quand même concurrencer les Madrilènes? De toute façon, il est obligé. Vous voyez quel joueur? À la place de qui? À la place de Neymar, déjà, moi, je vois un Julian Draxler qui ne se complique pas la vie. Ça a été tout le problème de Neymar au match aller. Pourquoi a-t-il voulu si compliquer les choses? Le Real en face, ce n'est pas un petit morceau, c'est un monstre de la Ligue des Champions. Il ne va falloir pas prendre ce Real-là par les petites cornes. Mais c'est ce que Neymar a fait. Et Neymar, à un moment, a refusé de jouer collectif, comme l'a dit Fifi. Ça a été tout le problème du Paris Saint-Germain. Est-il le seul coupable au match aller? Le plus gros, en tout cas, à mon avis. Mais la défense aussi, par moment, aussi oui, a péché. bien sûr. Mais quand on voit les actions sur lesquelles Neymar aurait pu servir soit Cavani ou Mbappé pour faire la différence, il a plutôt choisi de jouer seul. Maintenant, je pense que l'absence de Neymar, ça fera plutôt du bien à cette équipe-là. Parce que cette équipe, quand vous la voyez, tous les joueurs pratiquement ont envie de jouer avec Neymar. Ce qui fait qu'à un moment, tout est focalisé sur lui. On anticipe même déjà les intentions des autres joueurs parce qu'on sait que tout le monde va vouloir jouer avec Neymar. Donc aujourd'hui, quand il n'est pas là, ça peut permettre à d'autres joueurs, comme je l'ai dit précédemment, l'Allemand Draxler, un Di Maria qu'on connaît bien. On sait qu'au moins lui, il ne va pas être soliste, il ne va pas vouloir jouer seul. Il va essayer de servir un Cavani par exemple, qui on le sait peut faire la différence à tout moment. On va peut-être dire que du côté du Paris Saint-Germain, on comptera sur le 12e homme. Quand on sait que souvent les grands matchs au parc rassemblent des personnalités, vous les savez tous. On va s'intéresser à cette statistique-là. On se rappelle qu'en 2003-2004, l'AS Monaco jouait face au Real Madrid. Et au match aller, le Real s'est imposé 4-2. Et au match retour, l'équipe de Didier Deschamps s'est imposée sur le score de 3-1. Et le Real était éliminé. Et nous allons enchaîner avec un autre match peut-être bien plus facile, si je peux dire, face à... Ce serait quoi? Liverpool face au FC Porto, Fifi, 5-0 à l'aller. C'est déjà fait. C'est déjà fait, surtout 9 orteils en quart de finale. Oui, surtout que Liverpool joue à domicile. Oui. Et aller quand même gagner à l'extérieur 5-0. Les 10 orteils. Pour moi, Liverpool est déjà qualifié pour la suite. Roméo, ouais, c'est un match sans enjeu, complètement à ne pas suivre. Non, un match à suivre forcément parce qu'il y a deux superbes Africains là-bas qui font la fierté du continent. Du côté des Reds, je crois que c'est un match à suivre forcément. Oui. On attend de voir également la réaction du FC Porto chez Liverpool. Peut-être Porto va chercher à marquer un but pour sauver l'honneur. On va enchaîner avec les matchs du mercredi. Manchester City, Franck Nuyama qui a également fait le gros boulot à l'aller. 4-0 face au FC Bâle. Non, c'est l'une des équipes les plus en forme du moment, de l'Europe d'ailleurs. Vous les voyez aller loin dans cette compétition? Oui, pourquoi pas. On sait que plusieurs fois, ils ont buté. Il y avait des détails qui leur manquaient un peu. Aujourd'hui, je crois que Pep Guardiola a trouvé, on va dire, l'équipe qui lui permet quand même d'affronter, on va dire, l'Europe. Il vient de gagner un premier titre en Angleterre. La saison dernière, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas forcément maîtrisé tous les contours de la première ligue anglaise. Maintenant, il a les joueurs pour, il a tout ce qu'il faut pour. Et s'il ne gagne pas, s'il ne va pas loin, je pense qu'il n'aura que ses yeux pour pleurer. Oui, certains diraient comme quoi, même Roméo étant à la table de City, pourrait gagner des trophées. Non, oui, surtout avec les joueurs. Ça veut dire que les joueurs qui sont là sont très bons. Oui, les joueurs peuvent être bons, mais il faudrait que l'entraîneur aussi soit inspiré. S'il fait une mauvaise combinaison, oui. Il pourrait perdre ces matchs. Zizou est à la tête du Real Madrid. On sait que le Real Madrid a des joueurs assez intéressants, assez importants, mais il arrive des fois que le Real perde des matchs. Donc ce n'est pas forcément les joueurs qui font l'affaire, mais sur le banc également, il y a un autre joueur. Et on va s'intéresser au 4e match de la semaine prochaine. Ce sera Tottenham face à la Juventus. 2 buts partout au match aller. La manche retour, comment vous la voyez Armel Waba? Pour moi, dans toutes ces confrontations, à part le match du Real face au Paris Saint-Germain, c'est l'autre affiche très intéressante parce qu'on a
quasiment deux styles opposés, une équipe plutôt défensive, celle de la Juve, et puis les Spurs, voilà, qui n'ont pas peur de manier le ballon avec un Dembélé au milieu extraordinaire. Mais je pense que Tottenham, pour une fois, va sortir la Juventus. En tout cas pour leur première confrontation, parce que cette équipe, je ne la vois pas aller faire un 2-2 à Turin et revenir perdre à Wembley si facilement. Même si la Juve, le CV de la Juve est beaucoup plus important que celui de Tottenham. Je crois quand même que Tottenham, ne serait-ce que 1-0-0 qualifie déjà les Spurs, donc ils le savent, ils sont en position de force et ils vont jouer là-dessus. Fifi, une erreur à ne pas commettre, c'est moi je n'ai pas compris jusqu'à maintenant cette performance de la Juventus Turin. Vous marquez 2-0 avec la trempe de cette équipe. On ne peut pas se permettre de jouer d'une telle manière et de se faire remonter rapidement. Je pense qu'ils ont perdu finalement ces huitièmes de finale et les hommes de Mauricio Pochettino vont profiter certainement parce que Armer l'a dit, c'est 1-0-0. 1-1 qualifie déjà les Anglais, mais la Juventus est obligée de s'ouvrir, de jouer pour aller chercher la victoire. C'est là où se retrouve toute la différence. Elle va se découvrir et avec le prince Harry, il va pas se faire compter quand même. Il va conquérir un autre royaume. Quand on voit que déjà Tottenham en phase de poule face au Real est allé faire un nul là-bas à Santiago Bernabéu, au match retour a gagné 3-1 si je me trompe, et je me dis que ce serait compliqué pour la Juve de venir se qualifier en Angleterre face à Tottenham. Et moi, je vois Tottenham remporter cette partie ou faire un match nul 0-0 ou un but partout. Et il faut quand même dire que ce sera la belle saison quand même des clubs anglais, parce sûr. que mardi et mercredi, on pourrait, sauf catastrophe, voir Liverpool, City et Tottenham se qualifier en attendant Manchester United. Je précise qu'Arsenal n'est pas dans cette compétition. Voilà ce qu'on peut dire sur les affiches des huitièmes de finale retour de la Ligue européenne des champions. Mardi, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool FC, Porto. Et puis mercredi, Manchester City face à Bâle. Et puis Tottenham qui accueille la Juventus Turin. Nous allons remonter le générique de Plateau Foot et juste derrière annoncer les affiches des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Et nous enchaînons avec la Ligue Europa, la petite sœur de la Ligue européenne des champions, avec l'Atlético Madrid qui joue face au Lokomotiv Moscou. Le CSKA Moscou joue face à Lyon. L'Athletic Bilbao est au révélateur de l'Olympique de Marseille. Affiche, oui, on peut dire à l'allure européenne entre l'AC Milan et Arsenal. Je le disais tantôt, Dortmund qui joue face au Red Bull Salzbourg. Ce sera jeudi, Roméo. Des bonnes empoignades. Hein. Ouais, oui, des affiches intéressantes à suivre également. Surtout les équipes qui sont reversées en Ligue Europa vont chercher de tirer leur épingle du jeu et continuer la compétition, histoire de permettre à leurs différents champions de pouvoir gagner des indices au niveau du coefficient UEFA. Ça va être des matchs assez intéressants, surtout l'Olympique de Marseille qui nous a séduit agréablement en Ligue Europa, même si en championnat face au PSG ça n'a pas été ça. Je pense que ce sont des matchs agréables à regarder également. Oui, je pense que par les années antérieures on a critiqué le niveau de cette compétition, mais aujourd'hui curieusement elle est intéressante, n'est-ce pas, cette compétition. Elle finit par se montrer intéressante. Depuis surtout que Manchester United a eu son ticket. Voilà. Et ça motive. Et puis il y a d'autres formations qui sont reversées, comme tu l'as dit, qui ont plutôt un niveau Ligue des Champions, comme prenez Dortmund, même Arsenal et dans une l'Atlético Madrid, dans une moindre mesure Lyon et même l'Atlético Bilbao qui n'est pas une équipe faible. Donc voilà quoi, ça relève le niveau de cette compétition. Franck, vous voulez mouiller sur certaines affiches? Oui, AC Milan Arsenal par exemple. Oui, c'est intéressant. C'est des équipes qui ont fait longtemps la Ligue européenne des champions et qui ont quand même le niveau, même si Arsenal constitue un flop aujourd'hui. Même le Milan AC dans son championnat n'arrive plus à dominer qui que ce soit. Le Milan est comme désormais n'importe quel club. Donc je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, ça reste des affiches intéressantes.
et le niveau de cette compétition. AC3 est en train, on va dire, de se relever. Lorsque vous prenez par exemple Dortmund qui jouera contre les Autrichiens de Salzbourg, oui, tout à fait. Vous prenez l'Atlético Madrid qui est dans cette compétition, oui, ancien finaliste de la Ligue européenne des champions. Ça veut dire que c'est tout simplement bien à suivre. Il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'entre la Ligue des champions et la C3, il y a un petit écart, oui, mais ça reste encore des matchs de football à suivre. Et on va dire tout simplement que ces rencontres ont lieu jeudi 8 mars 2018. Fini pour les coupes européennes. Cette fois-ci, on va décrypter les différents majeurs et première escale. English Premier League News. Et nous évoquons la Première Ligue anglaise avec, la 28e journée. Bien sûr. Oui, on va s'intéresser à ce match entre Manchester United et Chelsea, gagné par les Red Devils. Oui, un match plutôt dans lequel on voyait deux hommes. D'abord, c'était l'histoire entre deux hommes qui ne s'aiment pas, ou du moins qui se détestent. Ce sont de bons amis? Très bien, ils sont de très bons ennemis plutôt. Voilà, José Mourinho qui accueillait Antonio Conte, le technicien italien. Oui. Il faut dire qu'à l'arrivée, on a eu un score de 2-1, mais qui ne reflète pas, à mon avis, le vrai visage de ce match-là. Chelsea a eu l'occasion de tuer ce match, mais n'a fait que marquer un but par l'intermédiaire de Willian, je crois, oui, le Brésilien, avant de voir Romelu Lukaku d'abord égaliser, puis donner un délice de passe à Jesse Lingard qui scelle le score pour Manchester United. Ça fait du bien à José Mourinho, puisque cette équipe-là, elle était un peu en deçà, surtout après la mauvaise performance plutôt en Ligue des Champions face au FC Séville. Bien sûr. Fifi, Antonio Conte parle que ce serait mieux d'avoir quand même un match nul. Vous êtes de son avis? Oui, ce serait préférable pour lui d'avoir un match nul sur cette rencontre-là, mais vous savez que ces gens... Il y avait un poteau de Morata dans cette partie également, la barre transversale. Bien sûr, mais quand ce n'est pas fond, ce n'est pas compté. Mais vous savez, comment Mourinho affectionne ces genres de rencontres. Oui. Tout à l'heure, Armel le disait, ce sont des grands ennemis. Bon, sur le terrain, bien sûr, ce n'est pas dans la vie. Ça, dans la vie. Et surtout que Mourinho est l'ancien coach de Chelsea. Oui. Il a toujours l'ambition de gagner ce genre de match et c'est ce qui a été fait. Et heureusement pour Manchester United qu'il gagne ce match-là. Sinon, je crois qu'il aurait perdu la deuxième place au classement au profit de Liverpool qui avait également gagné cette rencontre-là. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour Mourinho et ses joueurs. Vous tendez si bien la perche. Parlons de l'équipe de Jürgen Klopp, Liverpool qui s'est imposé 4-1 grâce encore une fois à ces internationaux africains. Mohamed Salah qui a inscrit son 23e but. Et puis Roméo, avant de vous laisser analyser cette rencontre, l'Égyptien a marqué son 20e but du pied gauche. C'est un record. Aucun joueur dans l'histoire de la Première Ligue n'a réalisé un tel exploit. Je crois que Liverpool fait du bien à Mohamed Salah et à Sadio Mané. Liverpool aujourd'hui est porté par deux Africains. C'est vrai, ça fait la fierté de l'Afrique. Quand on parle toujours de l'Afrique, on se sent heureux parce que sur le plan continental, on ne voit pas des pays africains dans les Coupes du Monde faire des merveilles, mais des joueurs qui s'illustrent, qui arrivent à porter des clubs européens, ça fait toujours plaisir. En tout cas, Liverpool aujourd'hui, avec Jürgen Klopp, on a constaté clairement que c'est une équipe qui revient petit à petit, même si son handicap c'est la défense, au moins en attaque, c'est une équipe qui arrive à marquer assez de buts. Et si Liverpool arrive à avoir également un biais européen, peut-être pour la Ligue des Champions l'année prochaine, avec des recrutements pour stabiliser la défense, peut-être on va revoir Liverpool des années de gloire. Oui, Franck Nounyama, Liverpool, c'est vrai que ça marque beaucoup, mais en défense, c'est toujours friable. C'est le problème de cette équipe depuis un moment. Ils n'arrivent pas à stabiliser l'axe défensif de leur jeu. C'est pourquoi ils sont allés chercher le néerlandais pour apporter un certain équilibre. Mais lorsqu'au cours de la saison, vous faites venir un joueur comme ça, même s'il est bon, il a du mal à s'intégrer, à s'adapter tout de suite. Il faut quelques mois. Et jusque-là, à la fin de la
saison est arrivée. Donc, je pense que Jürgen Klopp doit pouvoir avoir un discours assez, on va dire, intéressant à l'endroit de sa défense, parce que vous l'avez dit, Liverpool joue très bien, mais derrière se laisse surprendre, encaisse des buts, et ça ne lui ressemble pas. Donc, je pense que lorsqu'on veut gagner des titres, on ne joue pas comme ça, ou bien on ne prend pas des buts de la manière où les Reds sont exposés. Oui, je pense que cette équipe, si la défense a aussi tant de problèmes, c'est parce qu'elle est délaissée en fait. Même le milieu de terrain est souvent aspiré vers l'attaque. Quand on voit souvent Emre Can qui va marquer des buts, alors qu'il est un récupérateur, ça veut dire beaucoup de choses. Que cette défense-là, à un moment, elle est comment dirais-je, toute seule, voilà, et donc les assauts se font plus insistants et elle finit par céder. Des nouvelles d'Arsenal. Arsenal, c'était hier jeudi, puisque c'était un match en retard de cette 28e journée. Arsenal, que dire, c'est la descente aux enfers. Hier, dans ce match, Manchester City, qui plus est, à l'extérieur, a dominé les Gunners 3-0. Et bien, chose à noter, les 3 buts ont été marqués par des gauchers, tu en parlais. Que des gauchers. D'abord, Bernardo Silva. Oui, qui est un gaucher. Ensuite, David Silva. Un autre Silva, mais voilà, quoi, espagnol celui-ci. Oui. Et puis, pour finir, le roi Sané. Gaucher également. Mais le dénominateur commun, c'est que le roi Sané est impliqué dans toutes les actions qui ont apporté ce but. Soit à la dernière passe, soit à l'avant-dernière passe, ou soit même quand c'est lui qui conclut l'action. Il est bien ce jeune international. Oui, vous l'aimez, le roi Sané d'origine sénégalaise. Ancien enfant de l'ancien international sénégalais. Ancien enfant, il n'est plus enfant. C'est toujours un jeune enfant. Selon les informations, c'est à cause de Claude Leroy qu'on lui a donné le roi. Oui, j'aurais appris également cette anecdote-là. Que son papa a été découvert par Claude Leroy, voilà. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Il y a une information comme ça. Claude-Marie-François le revient partout, décidément. Il a aussi découvert Georges Weah. Et l'homme Georges Weah. Pour l'instant, au Togo, il n'arrive pas à faire les choses comme il se doit. Claude, je suis là. Et dans ce match, pour la première fois dans l'histoire de la Première Ligue, Arsenal a concédé 3 buts lors de la première période. C'est quand même assez incroyable. Et on parle, Fifi, comme quoi Arsène Wenger est sur la sellette cette fois-ci. Bien sûr, mais il semble qu'il y a eu une réunion la dernière fois entre le board et Arsène Wenger. Oui, c'est ce qu'on dit depuis. Ça fait pratiquement à peu près 20 ans qu'il est là. Mais depuis un moment, surtout que Arsenal n'arrive plus à gagner des trophées en Angleterre. On parle chaque fois. Le dernier trophée d'Arsenal, je pense, c'est quoi en Première Ligue. C'est en 2004. En 2004, voilà. Ça fait 14 ans que Arsenal ne gagne plus. Et chaque année, on dit ça, mais ça ne se fait pas. Cette saison, Arsenal ne s'est même pas qualifié pour la Ligue des Champions. Arsenal joue. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ça dépend en tout cas de l'ambition du club. Est-ce que le club préfère avoir des joueurs, les revendre, avoir de l'argent, ou bien vise des titres? J'ai l'impression que quand on arrive à avoir certains joueurs, on les revend, comme on a fait avec Sanchez la dernière fois, on a pris de l'argent. Ça suffit largement au club. C'est l'impression que j'ai. Sinon, moi, je pense que depuis, on aurait pu remplacer le coach, ou soit redéfinir un peu les ambitions du club et lui dire franchement c'est ça, prendre des joueurs capables d'aller chercher des titres, mais ça ne se fait pas. On verra bien les résultats de cette rencontre entre dirigeants d'Arsenal. Je crois que le problème d'Arsenal, c'est pas Arsène Wenger. Ah bon? Ce sont les dirigeants. Parce que si Arsène Wenger a des joueurs qui n'ont pas de niveau pour peut-être aller chercher la Ligue des Champions, aller chercher la Première Ligue, la faute n'est pas à Arsène Wenger, c'est plutôt aux dirigeants. Les dirigeants savent que voilà, il a des joueurs pour juste se maintenir, et là on n'a pas assez d'objectifs pour pouvoir avoir des joueurs de classe internationale, avoir une équipe assez solide comme Manchester City. Non, c'est juste pour faire du business, avoir de l'argent, former des joueurs et les revendre après. Sinon, le problème, c'est pas Arsène Wenger. Si le problème était Arsène Wenger, depuis, on aurait pu limoger le technicien français, mais il est toujours là. Mais je crois que les supporters
en ont marre. Ah oui, hier, on a vu un stade clairsemé. Voilà, donc si ça se répète, je crois que Arsenal sera obligé de changer sa politique. Et dans ce match-là, je suis en partie d'accord avec Roméo, parce que là, ça dépend des objectifs visés. Lorsque chaque fois le club se contente d'être peut-être dans le top 3 ou d'être dans le top 5, oui, et que le sommet ne dit rien, c'est qu'ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents avec ces résultats. Parce que, souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure, depuis 14 ans, oui, Arsenal n'a plus gagné de titre en Angleterre. Et ça, si on est un grand club, on ne peut pas accepter ça. Maintenant, au-delà, lorsqu'un entraîneur, je crois que Mourinho le lui a dit, mais beaucoup ont pensé qu'il est en train de le chambrer. Mais je pense que Arsène Wenger lui-même devrait déposer le tablier, rendre le tablier depuis par rapport à son image. C'est comme s'il s'accroche à quelque chose. D'aucuns même ont dit qu'il est actionnaire dans le club. Voilà pourquoi il veut pas quitter. Mais je pense que il faut pas qu'il se fasse ridiculiser. Oui. C'est un grand entraîneur. Il a apporté beaucoup à cette équipe. Oui. Mais à un moment donné, il faut quitter le bateau avant que le bateau ne vous quitte. Ah oui, vous aimez bien cette formule parce que on dit souvent le sage voit le danger de loin. De loin. Et City également qui remporte quand même son premier trophée sous l'ère Guardiola en face de cette formation d'Arsenal. Ouais. Ah oui, toujours Arsenal, hein, qui s'est fait déjà battre en finale de la Coupe de la Ligue. Ouais. Oui, là aussi le score il a été le même, la domination la même également, 3-0. Le premier trophée du technicien espagnol en Angleterre. Oui. Chose curieuse, il n'est pas monté dans les tribunes pour célébrer la victoire avec ses joueurs. Okay. Il s'est contenté d'être sur le terrain et de l'apprécier. Et quand la question lui a été posée, il a répondu, écoutez, ça ce n'est que la Coupe de la Ligue. Je vise le championnat et bien sûr la Ligue des Champions. Alors là, je vais monter. Ça veut dire le niveau d'ambition de cet homme-là. Chapeau. Les autres résultats de la 28e journée de Première Ligue. Oui, nous pouvons nous intéresser également à la lourde défaite des frères Ayou qui s'étaient déplacés à Brighton, 4-1. Watford s'est imposé face à Everton, 1-0. Il y avait un petit derby londonien entre Crystal Palace et Tottenham. Et bien, puisque c'était un petit derby, Tottenham a fait un petit résultat, 1-0. 29 buts ont été marqués lors de cette journée, 25 cartons jaunes, mais le classement il est le même. City seul au monde, 16 points devant United qui en compte 59. Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal sont respectivement 3e, 4e, 5e, 6e. La 8e place de Leicester, la 10e de Watford, Huddersfield est 14e avec votre club préféré. Avec 30 points. Swansea premier relégable, Stoke City et West Bromwich Albion ferme la marche. Au classement des buteurs, Harry Kane qui ne partage rien décidément, 24 buts en 27 matchs, mais attention, il va falloir faire gaffe à Mohamed Salah, 23 buts en 27 matchs, Sergio Aguero, 21 buts en 23 matchs, Raheem Sterling, 15 en 25, Jamie Vardy, 13 en 27. Le premier français, il est scotché à la 12e place et surtout toujours avec 9 buts en 26 matchs. Il s'agit d'Alessandro Lacazette. Question piège. Oui. Le premier Africain? Le premier Africain, c'est Mohamed Salah. Ah oui, il a gagné. La prochaine journée, Armel? La prochaine journée, elle démarre déjà ce samedi avec des affiches Tottenham qui reçoit Huddersfield, Leicester, Bournemouth, Southampton accueille Stoke City, Liverpool sera au révélateur de Newcastle United. Dimanche, on aura 2 rencontres, Brighton, Arsenal, le gros derby, Manchester City qui va accueillir Chelsea et Antonio Conte. Puis cette journée se ferme lundi avec le déplacement de José Mourinho et de Manchester United sur la pelouse de Crystal Palace. Quel rapport y a-t-il entre Newcastle et Liverpool? C'est une autre question. Oui, c'est une autre question, puisque c'est moi qui pose la question. Crystal Palace et... Non, Liverpool et Newcastle United. Raphaël Benitez. Vous êtes trop brillant. Trop fort. Je ne suis pas spécialiste pour rien. La prochaine étape. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol.
La Liga Espagnola, Roméo Yetor, doit-on prendre des nouvelles du Real Madrid ou du leader, le FC Barcelone ou de l'Atlético Madrid? Je crois qu'il faut commencer par Atlético Madrid. Alors, parce que allons-y. pendant longtemps, on a oublié les Colchoneros. Je crois que Atlético Madrid est en train de revenir, est en train de démontrer de belles choses en Liga espagnole. Si Atlético a pu réduire l'écart à 5 points, je crois que c'est important, c'est formidable. Il faut le souligner que le FC Barcelone est en danger, même si le grand rival des Barcelonais, c'est le Real Madrid. Il faut savoir que Atlético Madrid également talonne le Football Club Barcelone. Et ça fait 6 victoires d'affilée pour les Colchoneros, avec un superbe Français, Antoine Griezmann, auteur de 4 buts. Et depuis 2011, aucun Français dans les 5 majeurs n'a réussi à mettre 4 buts, à part Louis Sarra qui l'a fait avec Everton. Oui, au cours d'un match, bien sûr. Avec Everton, c'était en Angleterre. Je crois que Antoine Griezmann est en train de revenir et son amour ou bien le FC Barcelone qui s'active derrière le joueur français. Je pense que c'est formidable pour Antoine Griezmann qui commence par préparer sa Coupe du Monde. Ah oui, Roméo a lâché le mot. Il est le premier Français à réaliser un quadruplé en Liga. En Liga, oui, en Liga. C'est formidable. Il est sur les nuages. Oui, surtout quand on pense qu'en début de saison, ce joueur n'existait pratiquement pas. Il a été quelque part oublié. Il a dû le retour également de Diego Costa. Bien sûr, il a dû recevoir des conseils de la part de Diego Simeone. Et vous savez qu'il compte énormément sur le joueur. Donc c'est bien pour un tel joueur qui prépare, qui reste une pièce maîtresse de la sélection française de se réveiller à ce niveau. Ça peut-être donne, on va dire, une bonne information pour la Coupe du Monde qui vient très bientôt. Donc réaliser un quadruplé dans un match pour un joueur, ça se célèbre et le joueur a été très content. Il a manifesté, donc je pense que c'est bien pour l'Atlético Madrid lui-même, qui également en début de saison n'était pas aussi flamboyant. On disait que l'équipe avait tout donné et qu'il faut une reconstruction, il faut un autre discours. On a même parlé du départ de Diego Simeone, mais aujourd'hui qui revient et qui menace le Football Club Barcelone. Je pense que la Liga à ce niveau... Vous pensez qu'elle est relancée, la Liga? Oui, 5 points entre le Football Club Barcelone et l'Atlético. Je crois que ça peut booster les Colchoneros. Et le Barça, désormais, est menacé. Et la prochaine journée, Fifi, si jamais l'Atlético, c'est le Barça qui reçoit l'Atlético, je parle sous votre contrôle, le patron de la Liga espagnole, si jamais l'Atlético bat le Barça, l'écart reviendra à deux petits points. Là, à domicile, je vois mal Barça perdre face à Atlético à domicile. Mais bon, c'est le football et ça peut arriver. Et là, ça va relancer véritablement ce championnat-là. Ce ne sera plus une bataille entre Barça et Real, mais plutôt Barça et Atlético. Moi, j'aimerais bien vivre ça. Entre les voisins. Justement, parce que dans cette lutte à 3, il y a deux équipes de la grande ville de Real face à la Catalogne. On va s'intéresser aux nouvelles du Real Madrid. Le Real Madrid a encore fait un pas en arrière. Juste après cette brillante victoire sur le Paris Saint-Germain, le Real a enchaîné 4-0 à domicile face à ses supporters. Cette fois-ci, c'est contre Espanyol Barcelone. Le Real a perdu 0 but contre 1. C'était très dur pour Zinedine Zidane et pour la première fois, il a mal reçu cette défaite. Il disait qu'il ne méritait pas de perdre, surtout dans l'ultime minute de cette rencontre, puisque le Real s'est procuré assez d'occasions, contrairement à Espanyol Barcelone qui n'en a pas eu assez. Et puis voilà, à la dernière minute, on plante un but et puis on gagne le match. Et ça fait la 5e défaite du Real Madrid dans cette compétition. Je crois que ça devient beaucoup. Le Real a complètement dit adieu à la Liga cette saison. Armel, on sent également, c'est vrai que par moment le Real n'est pas bien, mais le retour en forme grandiose de CR7. Oh, bien sûr, on le disait. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas besoin de prouver encore quoi que ce soit. Hein. Il peut enchaîner 8 buts en 2 matchs, on le connaît. Mais son début de saison timide, c'est tout à l'image de son équipe aussi, tout entière, qui n'a pas su relever la tête, même s'il y avait la Super Coupe qui nous a fait penser à autre chose. Mais pour rebondir sur le match de l'Espanyol, je pense que le Real peut s'en prendre qu'à lui-même. Roméo l'a dit, le Real a manqué beaucoup d'occasions et doit même s'estimer heureux de
de s'en sortir. Hein. Avec un petit but? Oui, puisqu'il y avait déjà un but bien valide pour l'Espagnol, que pourtant l'arbitre avait refusé. De toute façon, le Real aurait dû perdre ce match-là. Voilà. Et une autre nouvelle concernant Cristiano Ronaldo, c'est que Zinedine Zidane le laisse Oui, beaucoup il n'a pas plus joué au le repos. match contre Espanyol Barcelone. Oui. Karim C'est Benzema pour le match démarre- face au Paris Oui, Saint-Germain. forcément. Karim a également démarré sur le banc. Après, Oui. il est rentré en jeu. Je crois que Cristiano Ronaldo, le match contre le Paris Saint-Germain, c'est un match important pour le joueur. Je pense qu'il va encore faire la différence. Va faire qualifier. Vous le voyez buteur? Pourquoi pas? Oui. Voir Cristiano marquer dans cette rencontre et porter le Real Madrid. C'est pour ça qu'il est là. Et dans des grands rendez-vous, il répond toujours présent. Il va encore faire des merveilles, ça je suis sûr. On va s'intéresser. On dirait un chrétien qui a foi en Dieu. On va Ah oui, mais s'intéresser. Cristiano, c'est le dieu des Il est merveilles. proche, ça se il est comprend. proche du Christ. Ah oui. Messi également est proche du Christ. Ils sont des phénomènes. Qui est l'enfant préféré du grand dieu alors? Je crois que les deux. Parce que les deux le font que. Vous avez tout dit, Le Roméo. Christ et Messi, c'est la même chose. Ah oui, c'est la même chose, même si la couleur des maillots est différente. On va s'intéresser au leader. Oui, le FC Barcelone qui, depuis un certain temps, a du mal à s'en sortir face aux équipes moyennes de cette compétition. La Oui. preuve, face au 18e au classement, le FC Barcelone a eu du mal. Le FC Barcelone pourrait perdre ce match. Certes, Messi avait roulé vers le score à la 21e minute et Las Palmas va égaliser sur penalty. Oui. Et ça fait dans 5 rencontres, le Barça a fait 3 matchs nuls. C'est pas bien. C'est pas bien du tout pour les Catalans. Contre Espanyol Barcelone, contre Getafe et cette fois-ci contre Las Palmas. Ça montre à suffisance qu'il y a de la fatigue du La côté machine des est Catalans. enrayée? Je pense bien. Il y a quelques rouilles là. Coutinho, Dembélé, Mais, Paulinho, Pour ça ne le l'instant, fait ça plus? ne le fait pas. Ça ne le fait pas, surtout Dembélé. Je crois que ce transfert a été un gâchis pour les Barcelonais. Non, oui, il faut le dire, parce Ah oui, que par ça, rapport au résultat du joueur, joueur. c'est insignifiant. Il est blessé. Il a été blessé. Ça fait C'est pas partie facile, également. là, Ça donc. fait partie. Oui, ça fait partie. Parce qu'il ne joue pas, Oui. il s'est blessé. Et déjà, quand on pense à Antoine Griezmann, ça veut dire qu'il y a un petit souci du côté de l'attaque du FC Barcelone. Même si le Barça a 2 joueurs au niveau du classement des buteurs, Oui. Messi et Suarez, Suarez. ça ne marque pas beaucoup comme auparavant. Et on va quand même voir de plus près les prestations de Moussa, non pas Moussa, Ousmane Dembélé. Ouais. Moussa est du côté de Celtic. Tottenham. Ouais. Pardon? Moussa Dembélé, il y a aussi un autre. Il y a un autre, Dembélé ils sont aussi. partout, hein, ils sont partout. Les autres résultats de la Les Liga? autres résultats, Eibar épingle Villarreal 1-0. Oui. L'FC Séville fait de même chez Malaga. Getafe a corrigé la Corogne 3-0. Gérone épingle Celta Vigo 1-0. Betis Séville, Real Sociedad. Ça fait 0 but partout. Alaves bat Levante 1-0 et ça fait la 4e, sinon 14 matchs sans victoire pour Levante. Oui. Au classement, Barça garde la première place avec 66 points, 61 pour Atlético Madrid 2e. Real Madrid boucle le podium avec 51 points 3e donc. 4e FC Valence 50, 42 pour Séville 5e, 6e, Villarreal 41, Getafe 10e avec 36 points. Dans le bas du classement, Las Palmas 20 points et 18e. 19e, La Corogne 18 points. Et puis 20e, Malaga 13 points. Du côté des buteurs, Léo Messi 22 réalisations en 25 matchs, 2 sur penalty, 2 buts marqués sur penalty. Luis Suarez est à 20 buts en 22 matchs. Aspas de Celta Vigo, 16 buts en 25 matchs, 2 sur penalty. Antoine Griezmann est 4e avec 15 buts, un seulement transformé sur penalty. Cristiano Ronaldo est également dans le coup, 14 buts en 20 matchs et puis 3 marqués sur penalty. La prochaine journée, samedi, Villarreal contre Gérone, FC Séville joue contre Athletic Bilbao, La Corogne reçoit Eibar, Malaga est en déplacement chez Leganés, Real Sociedad contre Getafe, dimanche, Levante, Espanyol, Barcelone, FC Barça contre Atlético Madrid. C'est le choc. Oui, Real Madrid contre Alves, FC Valence contre Betis Séville. Et puis lundi, en clôture de cette 28e journée, 28e journée, bien Oui, 27e, c'est 27e journée, Celta Vigo contre Las Palmas. C'est tout pour la Liga espagnole. Muchas gracias, señor Romero Yetor. Cette fois-ci, on va dans le pays où, oui, par moment, des coéquipiers se chamaillent. Alles über Bundesliga.
On va s'intéresser à la Bundesliga avec, le premier nul et blanc du grand Bayern dans cette Bundesliga cette saison, Franck Nounyama. Oui, c'est rare. Oui, c'est très rare. C'est d'ailleurs le premier nul depuis 12 matchs. Ah, voilà. Depuis 12 matchs du Bayern de Munich. Donc c'était l'événement le week-end dernier. Le Bayern qui n'a pu faire autre chose qu'un 0-0 face au Hertha Berlin. Et ce n'est pas surprenant. Lors de la manche aller aussi, il y avait 2 partout entre les deux clubs. Donc on peut dire que c'est logique par rapport à ce nul. Un autre match entre le Borussia Dortmund et Augsbourg. Là aussi, il y a match nul. Et c'est qui a sauvé le Borussia Dortmund? C'est Marco Reus. Le retour de ce joueur qui est souvent blessé. C'est malheureux pour lui. Ce joueur qui est un bijou, mais qui se blesse souvent, qui a raté la Coupe du Monde 2014. Il pourrait être champion du monde parce qu'il était dans le groupe. Et à la veille de l'Euro 2016, il se blesse à nouveau. Donc c'est un joueur malheureux et qui est très bien et qui permet quand même au Borussia Dortmund d'avoir ce match nul contre Augsbourg. Leipzig, Cologne, 1-2. C'est Leipzig qui se fait battre de façon surprenante par le dernier, 2-1 à domicile. Le Bayer Leverkusen a perdu à domicile face à Schalke 2-0, Brême 1, Hambourg 0, Stuttgart 1, Francfort 0, Offenheim et Fribourg ont fait jeu égal 1 partout. Hanovre 96 du Togolais Ilas Bebou a perdu devant Mönchengladbach 1-0. Mayence, Wolfsburg, 1 but partout. Et on a au total 14 buts, une moyenne de 1,5 but par match. 5 victoires, dont 3 à l'extérieur, 4 matchs nuls. C'est le plus petit ratio de ce championnat. Après la première journée où il y avait 15 buts seulement. Donc pour le compte de cette 24e journée, il y avait 14 buts. Et au classement... Est-ce que c'est parce que le Bayern n'a pas marqué? Bon, ce sont les clubs qui alignent les buts, on peut le dire. Mais bon, ça veut dire que offensivement, tous les clubs n'ont pas été performants au cours de cette 24e journée. Donc, au classement, on a le Bayern qui est à 60 points après 24 journées, Dortmund 41, Dortmund qui surprend et qui revient dans le top 3. Parce qu'il y a 5 journées, ce club n'était même pas dans le top 5. Est-ce que c'est l'effet Batshuayi? Oui, qui sait, parce qu'il a marqué des buts sur but, il apporte beaucoup à ce club. On espère que ça va continuer. Vivement. Donc, à la 3e position, Schalke 04 qui a 40 points. 4e, Francfort, 39 points. Le Bayer Leverkusen est 5e avec 38 points. Au bas du tableau, on a le Werder Brême, 14e, 26 points. 15e, Wolfsburg, 25 points. Mayence est 16e, 24 points. 17e, Hambourg, 17 points. 18e, Cologne, 17 points. Au niveau des buteurs, Robert Lewandowski est à 20 points avec 5 pénaltys. 20 buts. Moi, j'ai dû sortir Aubameyang parce que là, il n'est plus là. Et en deuxième, c'est vrai qu'il a plus de buts que Nils Petersen, qui est l'actuel deuxième avec 12 buts. Troisième, Alfred Finn-Bogason, le joueur d'Augsbourg, 11 buts. Kevin Volland du Bayer Leverkusen est quatrième, 10 buts. Cinquième, Niklas Füllkrug, le joueur de Hanovre, le coéquipier d'Ilas Bebou, qui est à 10 buts avec 3 pénaltys. Et la meilleure attaque, pas de surprise, le Bayern qui est en tête, 55 buts. Et puis la meilleure défense aussi, le Bayern, 18 buts encaissés en 24 journées. Et nous parlons de la 25e journée, qui commence dès ce soir d'ailleurs, avec le Mönchengladbach qui reçoit le Werder Brême. Wolfsburg a rendez-vous avec le Bayer Leverkusen. Schalke 04 accueille le Hertha Berlin. Augsbourg, Offenheim, Hambourg, Mayence, Francfort, Hanovre 96, Leipzig joue contre Dortmund au match aller. C'est Leipzig qui est allé gagner 3-2 chez le Borussia Dortmund avec, souvenez-vous, un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Cologne, Stuttgart et Fribourg accueillent le Bayern de Munich. Tout le monde se dit que peut-être le Bayern va se relever. Ça devrait passer. Ça devrait passer. À l'aller, c'était 5-0 pour le Bayern de Munich. Tarif minimum. Franck, on aurait annoncé le nom de Joachim Löw à la tête d'Arsenal. Oui, beaucoup le disent, mais pour l'instant, le technicien allemand se sent bien à la tête de la Nationalmannschaft. Vous savez qu'il est arrivé depuis 2006, 12 ans. Quelle assise, quelle stabilité d'ailleurs. Il prépare la Coupe du Monde tranquillement. Il veut pas se prononcer parce qu'il veut pas détourner, on va dire, sa
concentration. Oui. Donc, il est pour l'instant là. On ne sait pas. Peut-être s'il ne gagne pas la Coupe du Monde, il y aura peut-être une petite ouverture. On verra bien. Et comment peut-on expliquer la petite bagarre entre Matt Hummels et Robert Lewandowski, deux coéquipiers à l'entraînement Oui, qui se rentrent dedans? C'est les égos, hein. C'est les égos parfois. L'atmosphère est tendue. Oui. Ça peut arriver. Je crois que c'est arrivé entre, souvenez-vous, Emmanuel Adebayor et Adebayor. Kolo Touré. Voilà. Donc parfois les joueurs des blagues qui deviennent, on va dire, ou bien qui amènent une certaine tension. Oui. Et rapidement, ça peut en venir aux mains. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé. Ce sont des grands joueurs, des professionnels et la page est vite tournée. Vite tournée, surtout que Jupp Heynckes a besoin de ces joueurs-là. pour d'autres échéances. File donc Réal Nuyama et cette fois-ci, on file de l'autre côté. Di Natale, 22 gol in questo campionato. Serie A italiana. E poi Floro! 2-0 Udinese, questa volta il gol è buono. Et on va s'intéresser à la 26e journée de la Serie A italienne avec le Napoli sans pitié devant Cagliari, 5-0 avec bien sûr des buts de Dries Mertens, de Marek Hamšík et de Insigne. Et il y a également le Milan AC qui ne perd plus, hein, on peut dire depuis le 24 décembre de l'année dernière, 2-0 face à l'AS Roma, des buts de Cutrone et de Calabria. On va s'intéresser à d'autres résultats de cette Serie A italienne. La Lazio sans pitié devant Sassuolo de Franck Nuyama, 3-0 avec un doublé de Milinkovic. Crotone et Koblechin, 2-3 devant Spal Ferrara. Et puis la Juventus face à l'Atalanta, c'était un match reporté. Alors nous parlons, il y a 4 points qui séparent le Napoli de la Juve. La Lazio est 3e avec 52 points. La place du Milan aussi, c'est la 7e place avec 44 points. Dans la zone rouge, on retrouve Spal Ferrara, 20 points. Et l'AS Vérone, 19e avec 19 points. 10 points au compteur de Benevento, bon dernier. La 27e journée commence ce samedi avec Spal Ferrara face à Bologna. Lazio Juventus, c'est un choc. Napoli face à l'AS Roma aussi. Une autre affiche de cette 27e journée de Serie A italienne. Les autres matchs se disputent le dimanche avec Genoa Cagliari, Udinese Fiorentina, Atalanta Bergame Sampdoria de Gênes, Torino Crotone Benevento et l'AS Vérone. Et puis le Milan C face à l'Inter Milan dans le derby de la Madonnina. Un mot sur ce derby de la Madonnina entre le Milan AC en forme, qui reste toujours invaincu depuis 12 voire 13 matchs face à l'Inter Milan classé 4e, pour qui ça ne va pas très très bien. Oui, pardon. Un gros chat. Oui, un gros chat noir d'ailleurs. Faut rapidement l'éjecter. C'est vrai que ça ne va pas pour l'Inter, mais vous savez, les confrontations entre Milan AC et l'Inter Milan, oui, c'est toujours des matchs assez tendus, vivement que le vainqueur, ou soit s'il y aura un match nul, qu'on assiste à une rencontre dans le fair play total. Mais bon, la balance penche légèrement du côté du Milan, c'est qui est dans une très bonne spirale par rapport à l'Inter qui est dans le dur complètement. Milan, c'est qui a envie de redorer son blason, contrairement à l'Inter qui depuis plusieurs saisons n'arrive toujours pas à titiller le sommet donc de la Serie A. Mais ça va être un match assez tendu, mais ma préférence, c'est pour le Milan aussi. Ah oui, votre cœur bat pour le club Rossonero face au club Nerazzurra, les rouges et noirs face aux noirs et bleus. Fini pour la Serie A italienne, cette fois-ci, on va au niveau de l'Hexagone. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et dans le générique, on parlait de quoi? De Lyon? De Lyon qui n'est pas du tout Lyon. Lyon a perdu ses dents. Oui, ça fait 5 matchs sans victoire pour Lyon depuis... Les crocs ne sont plus à série là. Qu'est-ce qui se passe? 2 points seulement pris sur 15 possibles. C'est incroyable. Lyon qui a encore été tenu en échec à domicile. Les cadres sont partis du club? Non, ils sont là. C'est quand même ils sont incroyable. là. Diaz. Qu'est-ce qui se passe? Fifi. Mariano Diaz est là, je crois. Oui, c'est votre chouchou, vous l'aimez ce joueur. Je l'aime bien ce joueur. Fekir aussi est là. Oui. Ils sont tous là, donc on ne comprend pas ce qui arrive à ce club-là. Ça fait 5 matchs sans victoire. Et la dernière fois, Lyon menait encore 1-0 quand la 90e minute. Face à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, la nouvelle recrue Debuchy qui égalise. Qui est le champion du monde. Il est en train de...
Coupe du Monde, puisqu'il est revenu d'accord. il est revenu en France pour pouvoir avoir une chance de participer à la Coupe du Monde. Et ça lui fait en tout cas du bien, puisque je crois qu'il a été déjà, depuis son arrivée, déjà buteur et il a encore marqué la dernière fois face à Lyon. Et je crois qu'il y a une crise profonde, surtout que Lyon a encore été éliminé hier en Coupe de France. C'est quand même incroyable. Par Caen. Oui. C'est vrai que c'était une équipe remaniée de Lyon, mais c'est quand même Lyon qui a été éliminé par Caen et je crois qu'il y a une crise là-bas. Ouais. Armel, il y a Bruno Genesio qui critique le calendrier de la Ligue Conforama avec ce qui se passe avec la Ligue Europa. Vous êtes d'avis? Non, même pas. Je ne suis pas d'avis. Ils le savent. Ils savent qu'ils vont jouer la Ligue Europa. Ils savent qu'ils vont jouer, toutes ces compétitions. Le problème de Lyon, à mon avis, c'est un club dépeuplé de son identité. Entre-temps, vous voyez l'effectif de Lyon. C'est composé des joueurs qui sortent du centre de formation, qui ont une certaine identité dans le jeu. Gonalan, il y avait beaucoup. Actuellement, il n'y a que Fekir qui reste. Et quand on prend les Memphis Depay, les Mariano Diaz qui sont arrivés, ils sont là beaucoup plus pour leur seul intérêt que pour l'intérêt collectif. Parce que c'est des joueurs qui ont à cœur de se montrer individuellement. On sait que Memphis avait à cœur de se donner une autre image après celle laissée à Manchester United, et puis Mariano Diaz qui voulait se montrer quand on sait qu'il n'a jamais eu l'occasion de le faire au Real Madrid. Donc c'est un club pour le moment qui est composé de joueurs, chacun a son ambition dans son coin. Voilà, je pense que c'est le gros problème. Et puis pour ne pas faciliter les choses, un président plutôt toujours parleur. Vous le voyez omniprésent? Présent, omniscient, il est comme Dieu. Il dérange trop. Voilà, il dérange trop. J'ai l'impression des fois que c'est lui-même l'entraîneur. C'est lui le problème de Lyon? Oui, c'est lui aussi une petite part, j'allais dire. Mais après tout, c'est le président du club. Bien sûr, mais chacun a sa mission qui laisse un peu son entraîneur. Sa façon de communiquer n'est pas toujours sereine, à mon avis. Voilà. Monaco aussi qui perd des points. Oui, Monaco qui a fait un match nul en déplacement face à Toulouse, 3 buts partout. Oui. Mais qui reste quand même deuxième au classement parce que les poursuivants n'ont pas gagné. C'est-à-dire Marseille et Lyon n'ont pas gagné. Mais c'est plutôt Paris qui creuse encore l'écart devant. Vous le tendez si bien cette perche. Oui, le Classico, encore une fois pour la 17e fois. C'était la 16e fois. Le dimanche dernier, c'était la 16e fois. La 17e fois, c'était mercredi. Mercredi en Coupe de France. Et ça fait 16 classicos sans victoire pour l'Olympique de Marseille. Quel est le secret du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille? Non, est-ce qu'il y a un secret? Moi, je crois que c'est le renouveau de Paris, que Marseille n'arrive au fait pas à suivre. Marseille mariné. Le secret de Paris, c'est tout simplement ce mental-là assez... à condamner de la part des Français, c'est tout. Quand les joueurs rentrent sur le terrain avec la communication dans la tête, nous allons essayer, nous sommes là pour voir ce que ça va donner. Sans véritable conviction, on ne peut jamais prétendre gagner un match. Non, mais avant ce match-là, on a vu Payet qui croyait quand il disait que Marseille c'est une équipe. Bon, c'est un discours. Donc, ça veut dire que dans la tête, ils y croyaient. Bon, je crois, parce que il avait une équipe là en face. Et à la fin, il faut voir le discours de Rudy Garcia. Oui, c'est assez lamentable. C'est lamentable. Franck Mougnama, doit-on encore parler de Classico entre Paris et OM? Oui, c'est vrai que c'est un peu déséquilibré totalement et que le Paris Saint-Germain est tout déçu depuis, on va dire, 6 ans. C'est incroyable. La dernière victoire, c'est le 11 novembre 2011. Voilà, donc Marseille n'a plus les armes pour lutter contre le Paris Saint-Germain. Donc, et puis psychologiquement, ils sont chaque fois abattus avant même le match. C'est vrai, il y a un discours, on va essayer, on est fort dans la tête, on veut gagner, mais dès qu'on arrive sur le terrain, on est fébrile. Et le Paris Saint-Germain rentre dedans comme un couteau dans du beurre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Marseille n'a plus les armes pour tenir tête au Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi d'ailleurs le technicien Rudy Garcia, c'est vrai, il a été direct. Et on pense que c'est un peu manquer de respect peut-être au club, mais c'est la réalité. Il ne peut pas dire autre chose. Il dit ce soir encore, le niveau était trop haut. Oui, mais en même temps, moi, je me dis que psychologiquement, comme l'a dit Franck tout à l'heure, psychologiquement, Marseille n'y était pas. Parce que quand vous voyez le parcours de Marseille, pratiquement 8 matchs avant ces 2 matchs-là, sans défaite. Oui. Et Marseille qui jouait très bien. Je crois que Marseille
avec quand même les armes de rivaliser. Même perdre, peut perdre, mais rivaliser un peu avec le Paris Saint-Germain. Mais elle a démissionné cette équipe. Voilà, moi j'ai l'impression que Marseille a totalement démissionné avant même le début de la rencontre. Quand sur le terrain, on ne retrouvait pratiquement plus une équipe de Marseille. C'est que psychologiquement, Marseille n'y était pas avant. Si Marseille avait joué comme Lyon l'a fait quand Lyon était au parc, je crois que même une défaite, ce serait peut-être pas un but d'écart face au Paris Saint-Germain. Mais Fifi, quand Lyon a gagné le Paris Saint-Germain, la suite, on la connaît. Hein. C'est 7 matchs sans victoire pour Lyon. Combien on peut ajouter un mot avant de passer à autre chose? C'est vrai que Marseille, aujourd'hui, n'a pas les armes pour pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais on sait que le Classico ou le Classique en France, c'est toujours des matchs assez compliqués. Et là, le Paris Saint-Germain a encore démontré que c'est une équipe qui est là pour tout prendre en France. Souvenez-vous, le Paris Saint-Germain a perdu ce match contre le Real Madrid. Donc, pour pouvoir redonner confiance à cette formation, il faut gagner ce classique contre Marseille. Et ils l'ont fait. Marseille a bien résisté. C'est parce que c'est dans les derniers instants de la première partie que Marseille a encaissé ce but-là. Oui. Et une là, fois, c'était en coupe, ça. Voilà, en coupe. Et une fois ce but encaissé, les joueurs, ils étaient complètement voilà. Donc, ça va être compliqué pour Marseille de pouvoir gagner un match face au Paris Saint-Germain parce qu'il y a également cet effet-là du classique qui anime les joueurs. On va s'intéresser à d'autres résultats. Puis, rapidement, on parlait déjà de Monaco qui a fait match nul en déplacement 3-3. Dijon qui a dominé Caen 2-0. Et Guingamp qui fait match nul à domicile face à Metz 2-2 avec une passe décisive de Mathieu Desailly. Oui, la 5e de la saison. Voilà, de la saison pour le Togolais qui revient de blessure. Et Lille qui a été battu encore par Angers. Un but contre 2, Lille qui ne va pas du tout bien. On pensait que c'était Bielsa est parti, mais depuis ça ne va pas. C'était un match très intéressant. Absolument. Avec deux Africains, Nicolas Pépé et puis l'autre dont on ne parle pas assez, Charles Toko Ekambi. Oui, le Camerounais, voilà. Et Nantes qui a été battu, c'est quand même une surprise à domicile par Amiens de Serge Gatoué qui a été passeur également sur le but d'Amiens, 0 but contre 1. Rennes qui domine 3-2-0. Et puis dimanche, Bordeaux et Nice font match nul 0 partout. Lyon, Saint-Etienne 1 partout. Et puis en clôture, le Paris Saint-Germain qui a dominé et Marseille 3-0. Un petit rappel pour le classement. Le classement, le Paris Saint-Germain en tête avec son 11 points, suivi de Monaco, 57 points. Marseille 3e avec 55 points. Lyon 4e avec 50 points. 5e, Montpellier qui vole la 5e place à Nantes, 39 points. En bas de classement, on retrouve 3 à la 18e place, Lille 19e et puis Metz 20e au classement. Et pour le calendrier de la 28e journée, ça démarre ce soir. Nice reçoit... Avec deux matchs, oui. Nice reçoit Lille. Monaco joue Bordeaux. Intéressantes affiches. Nice face à Lille. Et puis Bordeaux qui joue face à l'AS Monaco. Bordeaux qui joue face à l'AS Monaco. Exactement. Voilà. Les autres matchs. Et demain, 3 reçoit Paris Saint-Germain. Amiens joue Rennes. Angers sera face à Guingamp. Metz reçoit Toulouse. Saint-Etienne joue Dijon. Le dimanche, quand reçoit Strasbourg, Montpellier joue Lyon. Ce sera encore compliqué pour les Lyonnais parce que Montpellier ne perd pas facilement, surtout à domicile. Et puis Marseille en clôture reçoit Nantes. Ce sera un match également intéressant. Intéressant entre les Canaries et les Phocéens. Et les Phocéens qui doivent rapidement se relever de cette défaite. C'est un classique du championnat français, Nantes-Marseille. Et on va enchaîner avec les buteurs. Rapidement. Cavani toujours en tête. Par le temps, voilà, 24 buts, suivi de Neymar, 19 buts. Falcao, 17 buts et 3e. Fekir, 16 buts et 4e. Et puis Thauvin fait son entrée dans le top 5 avec 15 buts. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifi Assobabi. Et nous enchaînons avec la 23e journée de la Super League, le championnat turc de football. Istanbul Başakşehir. Un nouveau but pour Adebayor. Ah oui, bien sûr, qui a inscrit sur son 12e but face au club de Gençlerbirliği. Voilà le nom du club. Un but partout à l'arrivée. Pendant ce temps, Galatasaray étriait 5 buts à 0 Bursaspor. Et conséquence, Galatasaray
passe devant Istanbul Başakşehir avec 47 points. Le goal différentiel, ça fait plus 25 pour Galatasaray et plus 20 pour le club du capitaine des éperviers. La troisième place est prise par Beşiktaş, 44 points. La 24e journée a lieu samedi. Et Istanbul qui est classé deuxième reçoit Göztepe, classé 7e. Ce sera à partir de 13h temps universel. Et puis Karakspor face à Galatasaray à 16h. C'est du chassé-croisé, du mano à mano entre Galatasaray et Istanbul Başakşehir. On va remonter le générique et juste derrière, question des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, nous allons nous intéresser à vos questions avant de vous laisser dans quelques minutes le combiné ou le téléphone pour pouvoir composer le 22 37 73 50 et le 22 48 04 89. Mais nous allons d'abord prendre la première question. Elle vient de Kojo Adankpo. Est-ce normal pour un joueur d'avoir pour agent ses parents, comme le cas de Neymar, Franck Nounyama? Non, et c'est un choix. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Neymar a choisi son père comme son conseiller spécial et agent. Donc, je pense que c'est ce qu'il a voulu. Donc, il n'y a rien qui l'empêche. On peut toujours... oui. Comme Pierre-Emerick Aubameyang également qui a son papa, ouais. Et puis comme Ronaldinho qui avait son grand frère. Son grand frère Anelka aussi, entre-temps, je pense. Oui, donc, tu fais bien de citer Anelka, parce que ça a été le problème par la suite pour le joueur français. Okay. C'est vrai que des fois ça fait du bien quand on a des parents qui sont conscients, qui ne sont pas plus intéressés par l'argent que le sportif, puisque quand on prend Eden Hazard aussi, c'est sa maman et son papa qui gère sa carrière, on voit le résultat. Intéressant. Deuxième question, est-ce que Antonio Conte va quitter Chelsea et qui va le remplacer? La question est de Salou Rachid. Oui. Vous avez des nouvelles? Oui, Antonio Conte est en odeur de sainteté avec Roman Abramovich. Il est en odeur, donc il va rester. Il n'est pas en odeur de sainteté. Il n'est pas en odeur de sainteté avec Roman Abramovich. J'ai cru une prolongation. Oui, avec Roman Abramovich. Oui. Depuis l'été dernier, le problème, c'est le choix des joueurs, du technicien. Il avait voulu Alex Sandro et Romelu Lukaku, ce que n'a pas réalisé le Russe. Et donc, les problèmes sont partis de là. Et donc, Conte serait sur le départ selon son propre choix. Il aurait même déjà quitté le bateau si seulement dans sa clause libératoire il n'y avait pas des indemnités très fortes que Roman devrait le payer. Mais lui, il a décidé de partir. Il est pressenti au Paris Saint-Germain et surtout en équipe nationale italienne. C'est un contrat béton. Pour le remplacer, on parle d'ailleurs de Diego Simeone. Peut-être qui est bien. Je pense qu'il est là jusqu'à la fin de la saison. Comme Armel l'a dit, il y a des indemnités qui sont assez intéressantes et énormes. Donc, le Russe ne veut pas prendre le risque tout de suite de le faire partir, au risque de lui payer tout ça. Et puis derrière, il y avait ce problème Diego Costa. Vous savez qu'Abramovich ne voulait pas que le joueur parte, mais à un moment donné, Conte a dit non à ce joueur parce qu'il ne répondait plus selon le technicien italien. Et donc, je crois que l'écart est créé. Et ce serait très difficile de voir encore Conte sur le banc des Blues la saison prochaine. Troisième question, donnez-nous le classement actuel des majeurs au coefficient UEFA. La question vient de Taïrou Arafat Adel. Vous avez une idée? Oui, la dernière mise à jour, c'était le 23 février dernier. Oui. Et l'Espagne occupe la première place avec 1001 quelques points. Oui. L'Angleterre est deuxième avec 76 000 points. L'Italie est troisième avec 73. 69 pour l'Allemagne, quatrième. La France occupe la cinquième place avec 54. La Russie qui passe devant le Portugal. La Russie est sixième maintenant avec 52 000. Et puis le Portugal est septième avec 46 000. Et Roméo, il y a quand même un petit écart entre la France et la Russie? Oui, c'est pas aussi loin parce que 54 000 et 52, c'est pas aussi trop. Voilà, par rapport. Mais heureusement pour les Français, les clubs engagés cette saison, surtout en Ligue Europa, arrivent à faire de très bonnes prestations parce que quand vous gagnez, vous avez plus de points et quand vous intégrez par exemple les quarts ou les demi-finales des compétitions, vous avez encore plus de points. On sait aujourd'hui que l'Espagne aujourd'hui rafle tout, mais on ressent également ce retour de l'Angleterre qui pourrait également gagner beaucoup de points après la saison 2017-2018.
Donc toute la France est en train de prier pour le Paris Saint-Germain. Ah, ça c'est une bonne pique à l'endroit des Parisiens. Merci beaucoup, chers spécialistes. Nous allons remonter le générique et juste derrière, on enchaîne avec le thème sportif. Et nous parlons du terme sportif avec vous, Franck Nounyama. Qu'est-ce que vous nous proposez déjà? Avoir les gants en peau de pêche. Oui. Lorsqu'on écoute ou bien on entend ce terme, peut-être que ça n'a rien à voir avec le sport. Oui. Mais c'est bien, ça s'utilise dans le sport. Quand on dit qu'un gardien a les gants en peau de pêche, ça veut dire qu'il commet des bourdes. Lorsqu'un gardien commet les boulettes, il est fébrile dans ses bois, qu'il prend des buts gag, un but casquette, on dit que le gardien a des gants en peau de pêche. Pourquoi on a choisi peau de pêche? Parce que lorsqu'on parle de peau de pêche, c'est quelque chose de très doux, qui est peut-être favorable à toute entrée. Donc le gardien a ses gants qui ne sont pas durs, mais très doux et qui laissent passer des buts. Donc voilà un peu d'où vient ce terme, avoir les gants en peau de pêche. Mais ce n'est pas seulement applicable aux gardiens. Oui. Lorsqu'un défenseur se fait dribbler, par exemple, dans certaines conditions, oui, et laisse la porte ouverte au but, on peut dire également que le défenseur, on va dire, a créé des bourdes, a commis une boulette, a fait, on va dire, une grosse faute qui permet d'aller facilement à l'attaquant, d'aller marquer facilement. Donc le gardien peut commettre, on va dire, ces genres de bourdes qui sont quand même assimilables au terme avoir des gants en peau de pêche. Le défenseur aussi peut le faire. Parce qu'un défenseur qui s'oublie, par exemple, tout de suite laisse passer l'attaquant qui se retrouve face au gardien qui marque facilement. On attribue également, on va dire, une bourde à ce défenseur. Mais là, on n'emploie pas le terme avoir les. Voilà. Oui. Donc, c'est applicable seulement pour le gardien. Donc, on comprend que avoir les gants en peau de pêche, c'est un gardien qui est fébrile, qui encaisse des buts bizarres, qui commet des bourdes à tout bout de champ. Voilà qui est dit. On peut l'appliquer, hein. Maintenant les défenseurs portent les gants. Donc. Là, quand il fait frais. Bon, chers spécialistes, est-ce que vous vous rappelez de ces images-là, des gardiens qui envoient un peu du crachat ou de la salive dans les gants, histoire pour que ça soit adhésif. Oui. Ah oui, c'est une technique. Hein. Oui, pour que ça soit adhésif, parce que des fois, quand ils saisissent le ballon, ça retombe. Donc, quand ils font ça, ils fabriquent de la colle. La salive est une colle. Oui, et puis, le ballon, quand ça vient, ça reste un peu dans les gants. Voilà, c'est une technique. Et on voit aussi parfois les gardiens qui ont souvent une serviette accrochée au filet. Ils essuient leurs gants avant la séance des tirs au but, par exemple. Victor Valdez en faisait beaucoup avec son club. Serge Aurier aussi devrait commencer à faire ça. Lui qui rate les touches maintenant. Assez intéressant. Alors, on va enchaîner avec le top 3 avant le coup de fil de nos auditeurs. Fifi Asogbavi, votre top 3 africain, vous l'avez déjà en tête? Oui. Oui, allons-y. Emmanuel Adebayor. Allons-y, oui, c'est bien. Mohamed Salah. Oui, Sadio Mané. Ah, ce duo-là, il revient souvent, pour ne pas dire ce trio. Franck Nounyama? Oui, je risque de dire la même chose, mais pour moi, je mets Salah devant, Adebayor et puis Mané. Roméo? Bon, je mets Adebayor devant parce qu'il a marqué lors de son 34e anniversaire. Oui. Ça n'arrive pas très souvent. Oui, c'est vrai. Et puis Mohamed. Si l'anniversaire a été un peu gâché. Oui, Mohamed et Sané. Armel Ouaba? Oui, moi je vais commencer par le Camerounais, Charles Toko Ekambi. Il faut vraiment le suivre. Emmanuel Adebayor, puis Mohamed Salah. Ah oui, sauf que vous n'avez pas mis votre ami Steve Mounier. Non. Et pourtant, il avait marqué. Mais ça a été insuffisant. Face à West Brom. Ils ont gagné 2-1. Mais bon, voilà, c'est votre choix. Voilà. Et nous l'acceptons. Alors, auditeurs, vous avez quand même, auditeurs, auditrices, bien sûr, vous avez l'occasion, l'opportunité de composer le 22 37 73 50, le 22 48 04 89 pour donner vos avis et en même temps vos pronostics sur les matchs de Ligue des Champions de mardi et mercredi prochain. Un premier déjà se signale du côté de la ligne. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Franck Nounyama, monsieur Angelo Polyque, voilà. Franck Nounyama, il est aussi bien là. Comment vous vous portez? Ah oui, en pleine forme. Padé. Bonjour, comment va? En pleine forme. Alors, nous vous écoutons.
Ah oui, juste pour le match Real Paris Saint-Germain. Et là, c'est le PSG qui reçoit le Real. Oui, et on a un homme à créer un peu là-bas, Di Maria, parce que c'est un joueur que moi je tiens beaucoup. D'accord. Mais ce qui est sûr, nous on va mettre 3. À eux de voir combien mettre pour se qualifier. Bon, ok, donnez-nous le score. 3-1. Pour le Real Madrid. Voilà. Comme à l'aller. Voilà. Donc vous gagnez recto verso. Intéressant. Allez, un petit point derrière tous les Madrilènes et à tous les Barcelonais aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kpadeno Kpadé, qui, lui, oui, il a bien commencé. 3-1 pour le Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Le score à l'aller, bien sûr. Nous allons prendre un autre auditeur. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, bonjour, monsieur Angelo. Bonjour, comment vous allez? Votre nom? Ça va, c'est chez vous. Ça va très bien, nous allons tous bien. Votre nom, s'il vous plaît? Jacobis Barcelonais. Ah, le Barcelonais. Ouais. Alors, votre pronostic sur quel match? Allô? Oui, votre pronostic est sur quel match? C'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Real Madrid, non? Exactement. En faveur de Real Madrid, 2-0. Ah, là c'est... Le Real qui gagne 2-0. Ouais. Ah oui, ça c'est le Barcelonais le plus fair play que nous ayons connu. Et mon deuxième question. Oui. Est-ce que Griezmann va rejoindre ce Barcelone saison prochaine? Est-ce que Griezmann va rejoindre? Roméo va vous répondre. Pour l'instant, les tractations continuent, mais il y a une forte probabilité de voir Antoine Griezmann la saison prochaine au FC Barcelone parce que le joueur est partant pour rejoindre les Catalans. Maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver d'ici la fin de la saison. Voilà. Prochain auditeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour l'équipe. Oui, bonjour. Nous voulons vous connaître. C'est Fabrice. Fabrice? Oui, Fabrice. Alors, nous vous écoutons, Fabrice, sur quel match? Paris, Real Madrid. Ok, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Vous avez oublié de faire les détails sur les années passées. On avait éliminé le Real Madrid chez nous. Oui, en Coupe des vainqueurs de Coupe, c'est ça? Ils assisteront à ce match-là. En Coupe des vainqueurs de Coupe? Oui, justement. Pas. Donc, on va jouer à fond ce match. Ah, d'accord. Vous êtes parisien? Je suis sûr qu'on va éliminer le Real Madrid, pas 2-0. 2-0. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Fabrice. Oui, là. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Arafat. Arafat. Oui, nous vous écoutons. Pardon? Depuis Kégué, Arafat, depuis Kégué. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Pour le pronostic, oui. Le PSG et le Real Madrid. 2-0 en faveur du Real Madrid. 2-0 en faveur du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. C'est bien noté pour vous. Merci et bonne suite à vous. Un autre également est en ligne. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, je salue le plateau. Ah oui, le plateau, on vous salue. Hein. Bonjour. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Edem Davé-Pozo. Edem Davé-Pozo, vous nous recevez bien là-bas? Ça va. Merci beaucoup, nous vous écoutons. Vous allez vous déplacer un tout petit peu, on vous entend un peu mal. Oui, Paris Réel. Oui. Aïe, aïe. Revenez-nous parce qu'on était en train d'inscrire votre pronostic Paris Real, Edem Davé-Pozo. Et nous allons continuer nos discussions ici. On avait déjà parlé du top 3 africain, c'est bon? Oui. C'est bon? Oui. Et donc, nous allons, oui, Pélagia est en train de tenter de recueillir un autre fidèle auditeur dans quelques instants, bien sûr. Il est là. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Alors, c'est Edem Davé-Pozo qui revient? Non, c'est AD Junior. AD Junior. AD Junior. C'est votre première fois de nous appeler, hein? Oui, monsieur. Diminuez un tout petit peu le volume de votre poste récepteur. Ok, maintenant ça va? Ça peut aller. Allons-y. Ok, bon, c'est pour le pronostic du match Real Paris. Oui. Bon, le match Paris, c'est un match vraiment prometteur. Alors, je parie sur le Real Madrid en faveur de 3-2. 3-2.
Ouais, en faveur du Real Madrid. En faveur du Real Madrid. Vous nous appelez d'où déjà? Aguezongo. Aguezongo. Vous nous recevez bien là-bas? Oui, on vous reçoit très bien. Merci beaucoup pour la fidélité AD Junior. Notre auditeur en ligne, bonjour et bienvenue. Bonjour, auditeur en ligne. Ah, il va nous revenir très vite. Et nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe en direct du studio Messanyamé. Encore 5 minutes pour la fin de cette émission, mais chers spécialistes, on va peut-être prendre un auditeur avant de continuer la discussion. Oui, il est là. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, nous allons tous bien et vous? Ah, bien. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. One Love le Barcelonais. Alors, nous vous écoutons. Mais vous voulez que je pronostique sur quel match alors? Non, vous avez le choix entre PSG Real, Liverpool Porto, City Ball et puis Tottenham Juventus. Allez, bon vent à eux, que le meilleur gagne. Bon vent à qui? À tout, c'est-à-dire à tous les 4 équipes que vous venez de citer. Bon vent à eux. Et que le meilleur gagne. Bonne journée. Merci beaucoup, One Love le Barcelonais. On va peut-être encore prendre 2 à 3 coups de fil et nous allons mettre fin à cette discussion. Il est revenu, idem pour nous, peut-être lui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, comment vous vous portez? Je me porte bien. Alors, nous voulons vous connaître. C'est Monsieur Mebounou. Monsieur Meboudou. Mebounou. Mebounou. Bien, c'est bien noté. Alors, nous vous écoutons. C'est pour la pronostic pour le match PSG Real Madrid. Alors, allez-y. 2-0 à faveur du Real Madrid avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Vous êtes madrilène? Oui. Alors, ça se comprend. Vous nous appelez d'où déjà? De Tokoranko. Ah, à côté ici. Ouais. C'est bien noté pour vous, Monsieur Mebounou. Merci. Merci et bonne suite à vous. Bonne journée. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont appelés. On va prendre un dernier s'il y en a, mais pour l'instant, on va continuer nos discussions. On va prendre peut-être un dernier juste derrière. On va enchaîner avec nos discussions. Je pense qu'il est en ligne. Le dernier auditeur de ce numéro 480 de Plateau Foot Europe. Oui, il est là. Bonjour à vous, bienvenue. Allô, bonjour à vous. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Qui êtes-vous? Votre nom et prénom? Oui, c'est Taïrou depuis. Taïrou? Oui, depuis Bay. Depuis Bay. Comment ça va là-bas? Ça va très bien. Vous nous recevez 5 sur 5? Oui, 7 sur 7. Ah oui. Comme CR7. Ah d'accord, oui, ça sonne bien. Allez-y. Oui, c'est 3-1. On prend et puis on recommence. Okay, avec un doublé de CR7. Et le Parisien raconte notamment que depuis le début du championnat, on marque toujours. Ça, c'est CR7. Intéressant. Okay. Ah, ça se comprend. Merci, hasta la vista. On prend le dernier et puis on clôture. Oui, vous êtes le dernier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous voulons vous connaître. C'est l'homme qui ne sait jamais de faire trembler le filet. Oh oui, c'est ça. C'est ça. Et Monsieur Abdoulaye? CR7. Monsieur Abdoulaye? Non, c'est CR7. Alors, comment tu vas, Olova Farino? En forme? En forme. Alors, en forme pour le mardi. Oui, voilà. Et qu'est-ce que tu nous proposes comme pronostic? Pronostic, c'est 2 buts partout. Ah, entre le Real et le Paris Saint-Germain. Ouais. D'accord. Et 2 buts en faveur de la Juventus. Ah, donc la Juve va passer? La Juve va passer. Intéressant. C'est bien noté pour vous. Et bonne fin d'émission. Merci beaucoup Oroma Fanilou, alias CR7. C'est fini pour les coups de fil. On va faire le tour de table et mettre fin à cette émission. Franck Louniama, oui, on va dire bonjour à nos amis. Oui, bonjour aux inconditionnels de cette émission. On va saluer Esther, on va saluer Titi, on va saluer Akpene, Kenneth, Pascal, Daniel, One Love le Barcelonais, oui. Innocent le taximan, l'honorable Joseph Akoda, la directrice
et tous les autres qui sont fidèles à cette émission. Armel Ouaba. Je salue mon petit frère John, Kader, donné appelé depuis Bagida, qui nous suit, et puis David Assimadi, Koudjo Amekoudi également. Roméo Yetor. Alors, mes salutations iront à l'enfant de 17 ans, Boukatier de Dogbe à vous, et l'homme Dogbe alias Papa Bévi, Odunaro, Roméo, Djobo, Jean-Claude, Léonce de Kbémé, souffrante. Oui. Prompte guérison à toi, Léonce, Dagan, Radi, et puis Kofi de Barou, tous ceux qui nous écoutent à Toko Novici actuellement, nous vous saluons. Ah oui, cette fois-ci, la parole est à vous, Fifi. Non, moi je salue. Non, Zari, on se salue après le match. Je salue en tout cas tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre chaque vendredi matin. Ah oui, Franck Nouyama, il y a un inconditionnel qui dit que vous avez oublié Barthélémy Gomna. Oui, le match on le jouera. Oui, bonjour à lui. On ne l'oublie pas. Alors, et puis tout le personnel du service des passeports. Absolument, absolument. On vous salue, oui, tous les vendredis, vous nous suivez fidèlement. On dit également bonjour à Elinio, à Brocadio Faustin, à Ibro Akilian Junior, Major Badabadi n'est pas du reste, Bolanini, Emmanuel Dancor également, Rodrigue Amekoudi, Aïcha, Sika et toutes les demoiselles qui sont sur la plateforme fan PFE Sport FM, Jean-Claude Djobo également, n'est pas du reste, Steven Lavon, et puis quand même, bon anniversaire, même si c'est en retard pour la JST. Hier, c'était les 45 ans, oui, de l'association. Et il y a beaucoup d'activités qui vont être étalées sur ces 45 ans, et c'est jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, bonjour également à Evelyne Benyedji, à Yvette Clousset, à Catherine Diaouri, et puis à tous ceux qui nous écoutent tous les vendredis sur Sport FM, la 91.9. Merci Roméo. Merci Angelo. Merci Fifi. Merci Angelo. Franck Nouyama. Ça a été un plaisir. Ah oui, toujours partagé. Armel Ouaba. Comme le dit Ézéchiel, c'est moi. Ah oui, on salue également Ézéchiel au passage. Bonne journée à toi frérot. Et merci également à Pélagie Mekoum qui a réalisé la mise en onde. Et l'homme à Dovon également qui a permis à avoir la vidéo de cette émission sur la page YouTube radiosportfmtg.com. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Fini pour le numéro 480 de cette émission Plateau Foot Europe. Bonne suite des programmes sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très bientôt.